L'œil de l'expert aujourd'hui, c'est Franck Leboeuf. Bonjour. Bonjour et bonjour. Bon, je suis très déçue parce que je pensais que vous seriez avec nous en studio et je découvre que vous êtes en Zoom. Parce qu'en fait, hier soir, j'ai joué au théâtre, j'ai fait une couturière, on attaque une nouvelle pièce de théâtre qui s'appelle Tour de campagne. Et donc, je suis arrivé très tard à la maison et j'ai peu dormi, je vous avoue. Je suis désolé, j'aurais adoré être en votre compagnie. Oui, nous aussi, je suis déçu, là, franchement. Et Gilles qui est avec moi aussi, on aurait aimé vous voir, vous toucher, voir un champion. On viendra vous voir au théâtre alors, du coup, pour vous voir en vrai. Avec grand plaisir, je vous inviterai. Et alors voilà, donc Franck Leboeuf, champion 98, et vous publiez Y croire pour soi, une histoire de force et de confiance. C'est paru aux éditions Le Courrier du Livre. C'est une forme de leçon de vie, c'est-à-dire que c'est une biographie. Et dans cette biographie, vous racontez votre parcours, mais surtout, vous voulez aider les autres. Et expliquez-nous d'où est partie cette idée de vous adresser en vous tutoyant à votre lecteur et de donner des conseils de confiance en soi. Quand on écrit un livre sur le développement personnel, le tutoiement est beaucoup plus facile parce que on a l'impression d'avoir une plus grande connexion avec les personnes qui nous lisent. Donc, c'est fait naturellement. C'est une discussion que j'ai eue avec une amie et elle me dit, mais il faut que tu écrives parce que quand tu en parles, tu as du peps, on sent une envie et c'est une force de communication qui permettrait sans doute aux gens de peut-être réagir sur leur vie. Et c'est vrai que je me suis penché sur le problème où on s'aperçoit que plus de 70% des gens n'aiment pas ce qu'ils font dans la vie. Et pour certains, hésitent, ne savent même pas où ils veulent aller. Et donc, c'était pour dire qu'on a l'obligation de tenter. On a le droit d'échouer, mais on peut s'en relever et puis et trouver ce qu'on aime. Et moi, je trouve que il y a beaucoup de gens malheureux autour de moi. Je me suis aperçu de ça, des jeunes notamment, mais pas que. Des gens qui ont 20 ans de carrière et puis qui sont pas heureux, qui font ça parce que il y a l'argent, mais il y a une famille derrière, donc on veut pas tout quitter. Donc j'essaie de donner un petit peu de l'envie de vivre bien sa vie en faisant ce qu'on aime. Oui, et donc à travers votre vie, parce que vous avez connu des hauts et des bas, surtout des hauts quand même, mais vous racontez que la vie n'a pas été forcément toujours très facile. Il y a eu de la chance, il y a eu de la chance qu'on a provoquée, et puis de la volonté. Surtout, c'est ce qui ressort quand même de votre livre, c'est-à-dire une détermination d'avancer. J'explique en fait que si on veut apprécier la vie, il faut qu'on ait malheureusement des échecs, parce que sinon on n'a pas de comparatif. Et donc, le pain noir dont je parle permet d'apprécier son pain blanc après. Et voilà, et que oui, la force, l'envie, le désir de réussir sa vie. Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, et jusqu'à preuve du contraire, on a pour l'instant qu'une vie. Et donc, il faut absolument se battre pour qu'elle soit la meilleure possible et s'enfermer dans des carcans qui ne nous plaisent pas, qui ne nous satisferont pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, moi, on a voulu m'entraîner vers un métier, je n'ai pas voulu le faire, et donc j'ai arrêté et je suis passé à autre chose. Oui, alors le livre commence, il y a un préambule, où vous racontez une anecdote. Si le livre s'ouvre, vous allez nous la raconter, sur cette anecdote, c'est que vous avez été blessé, par cette image qu'on a pu vous coller. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que j'étais à une émission à Canal+, et pendant l'interlude, je vais dire, publicitaire, la personne a reçu un coup de fil, le présentateur, j'ai caché son nom parce que c'est pas intéressant de lui faire de la pub, et en fait a dit, tu t'en rends compte, on est pendant la pub là, et je suis en train de parler livre avec Franck Leboeuf. Et j'étais là, quoi, et sans se cacher. Et quand il a raccroché, je savais que j'aurais pu le mal prendre quand même, j'ai trouvé ça complètement injurieux. Oui, je suis footballeur, mais je lis des livres. Oui, je m'intéresse aux autres. Oui, je suis curieux. J'essaye d'être cultivé. Je trouve ça indécent. Ouais. Mais bon, ça m'étonne pas trop de lui, en fait. Bon, vous nous direz pas qui c'est ? Non, je ne dirais pas. Mais en même temps, moi, en lisant ça, je me suis fait la réflexion que vous étiez d'une autre génération aussi. C'est-à-dire qu'on pense aussi à des joueurs comme Giresse, Platini et autres qui n'étaient pas les mêmes footballeurs que ceux d'aujourd'hui, qu'on voit avec leur casque sur les oreilles, donc cette image un peu de crétin, pardon, on peut comprendre qu'aujourd'hui, certains l'aient. Le cliché, il existe parce qu'il y a une grosse part de vérité. On ne peut pas le nier, de toute façon. Mais
pour justement pas faire de généralité. Je pense que des joueurs, si on veut parler de l'équipe de France, notamment comme Hugo Lloris, comme N'Golo Kanté, comme Raphaël Varane, sont des enfants intéressants. Je les appelle les enfants parce qu'ils pourraient être mes enfants. Ce sont des enfants intéressants et qui méritent qu'on s'attarde sur eux. Faire une généralité, oui, si on s'arrête à certains joueurs qu'on voit tous les jours, qui se traînent par terre, qui ont des masques sur les oreilles, qui n'écoutent personne, bien sûr qu'on va trouver qu'ils sont bêtes. Mais c'est autre chose. Vous racontez, moi j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que c'est à travers votre expérience que vous donnez ces conseils, c'est-à-dire ce que vous avez appris. Alors vous n'êtes pas d'un âge quand même très, très avancé, hein. Vous avez passé le cap des 50 ans, mais vous racontez par exemple, là aussi c'est au début du livre, que ce qui a été le déclic pour vous pour devenir footballeur, et vous parlez de ce match France-Allemagne. Oui, parce que c'était un match qui m'a marqué. J'étais en Allemagne, une demi-finale de Coupe du Monde où on voit Battiston se faire mettre KO, et puis cette France qui perd. Et c'est une vraie leçon de vie. Quand on est en Allemagne, on a été, vous savez, ils ont plein de vélos, les Allemands. Et quand on était des petits cons, on a été déplacés tous les vélos de tous les endroits où ils étaient pour qu'un matin, ce soit une catastrophe pour eux pour les retrouver. Mais ça a été une vraie leçon parce que dans ma vie, je me dis plus jamais, si un jour je suis footballeur, plus jamais ça arrivera. Ça ne nous est pas jamais arrivé. Mais c'est vrai que c'est une vraie leçon. Il faut être costaud. Il va y avoir quelque chose contre vous. Il y a des choses qui arrivent et il va falloir être très très fort parce que c'est pas facile la vie. C'est vrai que c'est pas facile, mais on peut y arriver. Et puis j'ai décidé de faire ceci parce qu'il y a un moment pour apprendre. Il y a un moment pour travailler, puis il y a un moment donné pour donner. Je pense que je suis en période, oui, j'ai 53 ans, je ne suis pas si vieux que ça, mais j'avais l'envie de donner de mon expérience parce que chez les jeunes notamment, mais encore une fois pas que, on s'aperçoit que c'est un flou artistique. On sait que cette nouvelle génération va devoir avoir 3-4 travaux, boulot, et qu'ils ne savent pas trop où aller, comment je fais. Ben, essayez déjà. Essayez de vous persuader qu'il faut faire quelque chose, puis après, vous verrez, si ça ne marche pas, vous ferez autre chose. Ouais. Vous dites on a tous des passions. Alors vous dites aussi pas glander ou passer le temps, ça c'est pas une passion. Mais vous dites on a tous des passions. Vous racontez aussi comme ça a été difficile de changer. C'est-à-dire vous avez toujours eu envie de jouer la comédie et c'est pas évident de passer de champion de football à metteur en scène et comédien de théâtre. Non, ça ne l'est pas parce qu'on est en France et qu'on enferme tout le monde dans des tiroirs et que quand on a été footballeur, on est prié de le rester parce que sinon ça dérange les gens. Et moi, comme je dis, j'ai qu'une vie et je me dis, j'ai une chance extraordinaire, j'ai une obligation d'avoir une deuxième vie puisque mon corps, à un moment donné, me dit à 35 ans, faut se calmer. Donc je fais autre chose. Donc, je prends des cours et tout ça. Mais j'ai encore des réflexions, encore maintenant, sur mes réseaux sociaux, mais qui est là, qui retourne jouer au foot. Et ça, c'est insupportable. Surtout venant de comédiens qui ne travaillent pas la plupart du temps, donc qui se permettent de faire des réflexions comme ça, parce que, soi-disant, je prendrai leur place. Je prends la place de personne, parce que je produis mes propres pièces. Oui, je les mets en scène, je joue, et j'ai un copain Nicolas Vitillo, qui est l'auteur et l'acteur principal aussi, avec moi. Mais c'est insupportable. Il y a Monsieur Debré, là, qui monte sur scène à la Gaîté Montparnasse, il a commencé. Mais après les footballeurs, maintenant les hommes politiques. Mais arrêtons. Il y a pas de la place pour certains. Il n'y aurait pas un sens spécial pour les comédiens. Non, il faut juste bosser. Moi, j'ai bossé, donc je mérite ma place. C'est ma 8e pièce. J'ai plus joué sur scène au foot. J'ai plus de 1000 représentations, alors que je n'ai fait que 700 matchs de foot. Mais bon. Voilà. Donc maintenant, vous êtes plus comédien que joueur de foot. Le dernier match, vous vous en souvenez de votre dernier match? Je me souviens même de mon dernier tir, puisque je jouais au Qatar et c'était la finale de l'Émir, devant 50 000 personnes. C'était absolument génial. Et on a eu allé jusqu'à la séance des pénaltys. Donc mon dernier tir, c'était un pénalty. Et je jouais contre l'équipe pour laquelle je jouais l'année d'avant. Et contre le gardien avec qui je m'entraînais au pénalty. Donc c'était plutôt difficile. Mais je l'ai marqué. Donc mon dernier tir, c'est un pénalty. Malheureusement, nous avons perdu au tir au but. Mais ça reste un bon souvenir parce que c'était une ambiance. J'avais été élu homme du match. Donc c'était pas mal. C'est pas mal. Et quand vous êtes rentré dans le vestiaire, vous vous êtes dit quoi? Je remettrai plus les pieds sur un terrain de foot, en tout cas à un niveau professionnel. C'était plutôt un soulagement, je vous l'avoue. J'avais fait 17 ans de carrière, j'étais un petit peu fatigué. J'étais certainement très énervé par le gars qui avait loupé le penalty, qui nous avait fait perdre la finale. Mais non, je ne l'ai pas ressenti comme
Après coup, oui, ça a été comme une sorte de mort, mais non, ça a été ça. Franchement, j'ai plutôt bu un coup plutôt que de m'enterrer quelque part. Les jeunes, quand ils vous croisent dans la rue, ou les moins jeunes, ils vous demandent ils vous posent des questions justement sur votre carrière, sur cette transition, parce que vous dites que le livre, il est un petit peu, il est en réponse un petit peu à ça, à ces gens que vous voyez un petit peu paumés, qui sont pas heureux dans leur boulot. Déjà, je suis assez surpris parce qu'ils me reconnaissent, donc ça c'est pas mal. Bah, quand même. Ouais, mais ouais, on peut en discuter. J'ai plein de gens qui ont déjà acheté le livre et que je croise et qui me disent est-ce que je peux vous poser une question, comment ça fonctionne et tout. Oui, ça, je pense que ça intéresse parce que moi, ce que j'ai toujours dit à mes enfants, c'est pas facile d'être l'enfant de quelqu'un qui a été champion du monde, mais je trouve que ce que je dis à mon fils, par exemple, je dis écoute, fais ce que tu aimes, peu importe ce que tu gagnes. Bon, je crois qu'on a placé l'argent et la célébrité avant tout. Moi, la célébrité, je l'appelle le 8e péché. On veut tous être connus, mais on s'en fout, ça apporte rien de plus. Faites ce que vous avez envie de faire, soyez passionnés. Il y a un chapitre qui est consacré à la célébrité où vous racontez qu'à un moment, bon, on va laisser les gens découvrir le livre, mais où ça peut effectivement monter à la tête. Après, j'imagine les gens qui nous écoutent et qui disent bah, c'est facile pour lui parce qu'il a gagné beaucoup d'argent. Donc on peut se permettre aussi, quand on a gagné de l'argent, de se dire je vais vivre de ma passion. Ou parfois on n'a pas le choix. Est-ce qu'on a le choix? Enfin, vous dites qu'on a toujours le choix, mais je peux pas être d'accord avec ça parce que en fait. Je suis pas né footballeur, je suis pas né riche, footballeur doué. Je suis né avec j'avais pas de don par rapport à certains. Je suis pas un Zidane, je sais où est ma place et tout ça. Mais je suis arrivé, j'avais rien. Et à 18 ans, j'avais encore moins que rien puisqu'on m'a viré du centre de formation parce qu'on trouvait que j'étais nul et on m'a fait arrêter mes études en première. Donc personne peut me dire non mais c'est facile pour lui de parler. Non, c'était pas facile. J'étais dans la mouise pour être gentil. Et comme tout le monde, et on m'a mis un casque et des chaussures pour porter des agglos, ce qui est devenu le marché floral de hier dans le sud. Donc, je n'avais rien. J'ai vendu des fringues, je me levais à 6 h le matin. Donc, je n'avais rien. Donc, je me suis battu pour être professionnel. Oui, maintenant, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Mais je ne suis pas un privilégié. J'ai créé ce privilège. Il y a beaucoup ce sont des petits chapitres, l'argent, ni but ni honte, et puis vous évoquez évidemment à quoi ça sert de tirer un penalty. Vous demandez, voilà, il y a plein de choses avec à la fin à toi de jouer, des conseils très très pratiques, très précis. Les derniers, c'est les regrets ne servent à rien, ce qui est fait est fait. Ne perds pas ton temps et poursuis ton chemin. Et également dans la préface, il y a avance. Donc c'est vraiment ça, c'est ne pas se retourner, c'est avancer, c'est se prendre en main en fait. C'est le message du livre. C'est complètement ça. On est tiraillé par la famille, les parents, ce qu'ils voudraient que vous soyez. Après, je suis marié, mais je fais un boulot qui me plaît pas. Mais si j'arrête, comment on va faire financièrement? C'est compliqué et tout. Il faut vraiment se poser la question et être tout seul. La seule réponse, c'est vous, ce que vous ressentez. Vous êtes content? Non? Bon, vous aimez votre femme? Oui, mais vous n'êtes pas content. Donc, il faut trouver quelque chose pour que ça aille mieux. Et la seule chose, il faut savoir qu'on passe 70% de notre temps au boulot. Bien sûr, donc autant faire quelque chose qu'on aime. Ouais, absolument. Beckham, vous l'avez revu, vous parlez justement de Victoria Beckham avec qui vous aviez failli en venir aux mains. Vous êtes revu? Oui. On s'est fait revu à Los Angeles, on a bu un coup ensemble, tout va bien. Tout va bien. Et Zidane, vous le revoyez? Non, pas assez, mais il est à Madrid, moi je suis à Paris. Normalement, on se fait un repas avec 98 chaque année, mais à cause du Covid, les 2 dernières années ont été annulées. Et il nous tarde le mois de décembre, parce qu'on le fait au mois de décembre, pour se retrouver, qu'on puisse se faire la bise et puis qu'on puisse discuter de nos vies. On ne parle jamais football, mais on parle d'autre chose. Et chaque année, donc les 98 se retrouvent? Oui, on se retrouve avec le staff médical, avec le staff technique. Parce que tout le monde vieillit et puis on a décidé de se garder quand même et de garder ça. Alors votre livre Y croire pour soi, une histoire de force et de confiance, c'est les éditions Le Courrier du Livre, et c'est formidable parce que c'est votre vie, ce sont vos épreuves, vos joies, et puis beaucoup de conseils sur la manière d'avancer. Et puis le théâtre, donc redites-nous, où est-ce qu'on peut vous voir? Le théâtre, on part en tournée samedi, on est à Saint-Souplé samedi, on attaque notre pièce de théâtre qui s'appelle Drôle de campagne, ça se passe
passe à l'extérieur. Chez des hippies où je vais être kidnappé, je veux devenir le nouveau président de la République. Mais j'ai des hippies qui sont pas très contents et un peu hippie gilet jaune, voilà. Mais à leur façon. Et moi, je suis pas un mec dans la politique très sympa. Donc voilà. Donc on va se côtoyer pour faire rire les gens. Essayer de comprendre. Voilà, oui, vous avez choisi, vous le dites, de faire rire, de choisir cet axe-là du théâtre, de la comédie et du théâtre de boulevard pour lequel il y a effectivement un vrai plaisir et un vrai engouement. Merci beaucoup Franck Leboeuf, puis j'espère que la prochaine fois, vous viendrez en studio, qu'on pourra vous voir ou on ira vous voir sur scène. Merci à vous. Merci à vous.